Il s'élève vers les hauteurs, remplissant le ciel de couleurs vives. Ils se cachent dans la jungle tropicale dense, ne révélant rien d'autre que leur ombre. Et ils plongent dans de puissantes rivières pleines de vie. Des troupeaux de capybaras se toilettent sur le rivage. Les toucans dévorent des fruits tropicaux frais. Pendant ce temps, les singes capucins couvrent le profond silence de leurs cris assourdissants. Jamais un endroit n'a abrité autant de vie. C'est la Guyane sauvage. Un royaume naturel où le Créateur déploie sa bienveillance avec une abondance sans précédent. Ici, une jungle dense s'étend à perte de vue. Où même le plus petit recoin abrite une forme de vie. Des minuscules colonies de termites grouillantes aux tapirs géants et solitaires d'Amérique du Sud, chaque espèce joue un rôle crucial dans l'équilibre de ce paradis sauvage. Les loutres géantes plongent dans de vastes ruisseaux. Les colibris volent de fleur en fleur dévorant leur nectar exquis. Et le petit tatou est allongé seul, se déplaçant à travers l'épaisse végétation. Pourtant, dans ce qui semble être un havre de paix pour la faune, la mort frappe parfois, nous rappelant l'équilibre délicat qui régit ce règne animal. Des eaux sombres, un géant émerge avec une soif de sang. L'anaconda vert colossal, l'un des bourreaux de cette jungle sans fin, apparaît de nulle part et s'enroule autour de sa proie jusqu'à l'étouffer. Lors d'une attaque qui ne dure pas plus de quelques secondes, le reptile vorace entraîne sa proie dans l'eau, où il l'avale tout entière, la mettant ainsi fin subitement. Au plus profond des forêts tropicales, une silhouette silencieuse et terrifiante se déplace avec la plus grande furtivité, cachant les intentions les plus cruelles. Le jaguar, prédateur au sommet de cette terre sauvage, est prêt à traquer tout ce qui croise sa morsure. Il n'y a nulle part où fuir lorsque le véritable roi de la jungle a posé ses yeux d'ambre sur sa proie. Pendant ce temps, dans ces rivières où coule la vie, se cache un autre des tourments de l'écosystème guyanais. Le caïman noir, une bête blindée redoutable, saute hors des eaux pour infliger la terreur à toute faune qui ose s'approcher de ces marais. Un seul faux mouvement, et c'est la fin. Située au nord de l'Amérique du Sud sauvage, la Guyane correspond à une région d'environ 215 000 km² où une imposante jungle tropicale occupe de vastes étendues couvrant l'horizon de verre. Bien que la majeure partie de ce territoire soit recouverte d'une jungle dense qui couvre jusqu'à 80% du pays, la biodiversité guyanaise comprend également une savane sans fin, où les herbes s'étendent à perte de vue. Sur les côtes baignées par le puissant océan Atlantique, émergent des biomes de mangroves, représentant des zones de transition entre la mer et la terre. Mais, sans aucun doute, les paysages les plus saisissants de ce lieu unique au monde sont offerts par les tepuis proéminents qui émergent des entrailles de la terre, agissant comme des îles écologiques en abritant des espèces animales et végétales uniques sur la planète. Grâce à son climat tropical agréable, avec des précipitations abondantes tout au long de l'année et une humidité élevée, l'écosystème guyanais est l'habitat parfait pour la croissance d'innombrables plantes, avec plus de 8000 espèces végétales, dont plus de la moitié sont uniques au monde. Parmi les merveilles de la création figurent les vignes grimpantes, les buissons de palissandre, les drosera carnivores affamés et le nénuphar géant, connu pour ses grandes feuilles.
Bien sûr, étant donné une telle abondance, d'innombrables espèces sauvages ont élu domicile dans l'écosystème guyanais. Des paresseux, des ocelots, des pécaris, des porcs épics, des jabirus, des singes hurleurs et bien d'autres créatures profitent de la générosité du Créateur dans ce refuge faunique. Bien sûr, tous ces habitants sauvages ne sont pas disposés à vivre en harmonie, profitant de l'abondance d'herbes et de fruits qui remplissent la forêt tropicale. Au milieu des innombrables zones humides, produit des pluies abondantes qui inondent la savane, un carnivore féroce attend patiemment de lancer son attaque impitoyable. Pouvant atteindre une taille de 6 mètres et pesant près d'une demi-tonne, le caïman noir ne laisse aucune espèce sauvage échapper à sa morsure mortelle. Caché parmi les eaux sombres, ce carnivore strict ne regarde même pas l'abondance de fruits et d'herbes qui inondent cet écosystème, vivant d'un régime composé à 100% de viande fraîche. En tant que chasseur expérimenté, le caïman noir sait exactement quels endroits fréquenter pour s'assurer un repas substantiel. La nourriture est souvent garantie à proximité des troupeaux de capybaras, mais loin de quitter ses domaines aquatiques et de poursuivre ses proies, le reptile attend que ses rongeurs populaires tombent dans son embuscade. Grâce à sa coloration sombre et à ses grandes capacités de furtivité, ce chasseur imprenable peut littéralement disparaître en traquant sa proie, ne laissant que son nez à la surface pour respirer, et ses yeux, avec lesquels il surveillera attentivement chaque dernier mouvement de sa proie. Les jours où le soleil tropical tape fort, les capybaras n'hésitent pas à plonger dans les eaux rafraîchissantes pour une baignade revitalisante, bien sûr, sans se douter que ce prédateur implacable rôde. En attendant le moment parfait, dès qu'un des grands mammifères met une patte dans l'eau, le carnivore apparaît transformé en leur pire cauchemar, et avec sa grande mâchoire ouverte, surprend les rongeurs, emportant avec lui l'une de ses proies voluptueuses. Tapirs, cerfs, loutres, singes et, bien sûr, capybaras peuvent devenir, en quelques millièmes de seconde, une partie du régime alimentaire de ce chasseur expérimenté. Face à une proie qui donne au caïman noir la moindre trace de combat, le prédateur expérimenté entraîne sa victime dans les profondeurs des eaux dangereuses, attendant qu'elle fasse le travail et que sa proie se noie. Avec une prise abondante déjà flottant à la surface, le reptile arrache de gros morceaux de l'animal et les avale entiers puisqu'il ne peut pas mâcher. Après avoir dévoré une grosse proie, l'estomac plein, ce bourreau des eaux entamera une longue digestion dans laquelle il préfère prendre les choses lentement. Comme il n'a pas besoin de chasser pendant de longues périodes, il plonge souvent dans les zones humides profondes, où les mammifères à proximité auront un répit momentané de leur nature sauvage. Grâce à ses prodigieuses capacités de nage, il n'existe aucune zone dans les affluents à laquelle le reptile ne puisse accéder. Sa longue queue, son corps aplati et ses pattes puissantes lui permettent de se déplacer jusqu'à 48 km/h dans l'eau, suffisamment vite pour chasser presque tous les mammifères marins. Bien que ces scènes terrifiantes de ce chasseur indomptable sautant hors de l'eau pour chasser sa proie inspirent la peur à toutes les créatures sauvages de cet écosystème riche en biodiversité, la vérité est qu'un grand pourcentage du régime alimentaire de ce carnivore généraliste se compose de petits poissons et d'amphibiens, ce qui lui donnera beaucoup moins de mal à chasser. Bien sûr, ces petites proies ne seront jamais comparables au grand festin que le reptile peut avoir avec un capybara adulte. Lorsqu'il ne traque pas sa proie hors de l'eau, le caïman noir se repose probablement paisiblement sur le rivage, profitant du soleil. Comme tout bon reptile, ce prédateur habile a besoin de sources externes pour réguler sa température, donc après avoir passé de longues périodes dans l'eau, il prend généralement un bain de soleil, allongé immobile au pied des affluents. Cependant, ces pauses peuvent parfois être interrompues. Étant extrêmement territoriaux, les caïmans noirs ne toléreront pas l'intrusion d'une autre espèce dans leur coin du marais.
la considérant comme une compétition directe pour les proies et, pendant la saison de reproduction, pour les femelles. Dès qu'il détecte la présence d'un intrus, l'alligator résident viendra immédiatement défendre sa propriété. Avant de s'engager dans un combat physique, dans l'espoir d'éviter une confrontation dans laquelle les deux reptiles seraient inévitablement blessés, les alligators démontrent leur force par des démonstrations physiques en soulevant leur corps hors de l'eau et en battant l'eau avec leur queue. Des soufflets et des rugissements peuvent également être présents pour tenter de dissuader l'adversaire de poursuivre ses hostilités. Même si dans certains cas les avertissements s'avèrent payants et que l'étranger décide de faire demi-tour, lorsqu'un terrain de reproduction souhaitable ou l'accès à des femelles fertiles est en jeu, aucun adversaire ne se laissera faire sans se battre. C'est à ce moment-là que les attaques et les morsures puissantes apparaissent, et l'un des deux combattants se retrouve avec de graves blessures et s'enfuit en essayant de préserver sa vie. Malgré toute la férocité dont il fait preuve envers ses pairs, le féroce caïman noir ressent parfois de la peur dans sa propre chair. Et malgré son corps robuste et sa morsure redoutée, lorsqu'un jaguar s'approche de son territoire, le reptile n'y réfléchit généralement pas à deux fois et fuit rapidement la zone. Souvent, ces rencontres se produisent en raison de la compétition pour les proies, en particulier en période de pénurie, lorsque le félin observe avec impatience chacune des chasses du reptile, l'incitant à se diriger directement vers le reptile pour commettre un vol. Parfois, le féroce jaguar peut même considérer le caïman comme une proie savoureuse, un moment où le reptile, redouté par certains, doit lutter pour sa propre vie, éprouvant pour la première fois toute la terreur qu'il inflige lui-même à des centaines d'espèces sauvages. Alors que l'alligator est généralement le plus touché par cette relation interspécifique, les bébés jaguars ne font pas exception au régime alimentaire de ce prédateur blindé qui a tendance à se venger du félin en exterminant sa progéniture. Observant d'en haut cette rencontre loin d'être amicale entre deux prédateurs, l'aigle harpie s'impose comme l'un des oiseaux les plus majestueux de tout l'écosystème guyanais. Avec une envergure de 2 mètres et un poids pouvant atteindre 7 kg, la harpie est le plus grand aigle de tout l'hémisphère sud. Son plumage aux différentes nuances de gris, de blanc et de noir lui confère une apparence captivante, qui comprend également une double crête frappante. En plus de sa taille imposante et de ses prodigieuses capacités de vol, cet oiseau de proie possède un bec robuste et des griffes mesurant jusqu'à 15 cm, qui fonctionnent comme des armes lors de la chasse. Doté d'un appétit capable de dévorer jusqu'à 800 grammes de viande par jour, ce chasseur furtif n'a pas de temps à perdre et déploie ses longues ailes pour prendre son envol. Grâce à sa vision très avancée, la harpie peut détecter même les plus petites proies à plusieurs centaines de mètres de distance. Ici, paresseux, singes, opossums, iguanes et haras deviennent les cibles de ce tueur de l'air. En possédant un disque facial semblable à celui des hiboux, qui lui permet de tourner la tête jusqu'à 270 degrés, l'oiseau peut changer la position de ses oreilles, ce qui lui permet de détecter plus facilement le moindre son émis par sa proie. Grâce à ses sens très développés et à une patience suffisante, l'oiseau trouve rapidement une cible de chasse. Souvent, le paresseux fait partie de ces espèces malchanceuses ciblées par l'aigle couronné. Ayant déjà choisi le mammifère lent comme victime, le chasseur saute du perchoir où il était perché et commence une attaque silencieuse, se déplaçant avec la plus grande furtivité parmi les branches de la jungle dense. Grâce à ses capacités de vol enviables, il peut manœuvrer en toute simplicité, effectuant des changements brusques de direction sans révéler sa position. Étant suffisamment prudente, sa proie ne soupçonne même pas la tragédie qui est sur le point de lui arriver. D'un seul coup, l'imposant aigle, à l'aide de ses longues serres, arrache le paresseux de l'arbre et dans le même impact tue sa victime à l'aide de ses puissantes pattes.
Après avoir réussi à tuer sa cible, la harpie emmène généralement la proie sur une branche sûre où elle peut confortablement l'éventrer et la dévorer jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Parfois, elle peut même le transporter jusqu'à son nid, où, s'il reste des restes, elle les conserve pour plus tard, réussissant ainsi à tirer le meilleur parti des fruits de son travail. Mais ce ne sont pas seulement les mammifères cachés dans la canopée qui peuvent devenir la proie de ce prédateur rusé. Les perroquets et les aras, qui se trouvent dans ce qui est censé être la sécurité du ciel, peuvent également se retrouver pris dans une course-poursuite aérienne pour leur vie, où, quoi qu'ils fassent, leur avenir a déjà été décidé par cet oiseau impitoyable. Étant largement supérieur en agilité et en taille, lorsqu'il aperçoit un petit perroquet à l'horizon, ce carnivore détecte quelle sera sa prochaine proie. Volant à toute vitesse vers le plus petit oiseau, il entame une course éphémère dans les airs, dans laquelle la harpie a tout à gagner. Que ce soit en vol ou en poursuite dans la jungle, le chasseur n'aura aucun mal à rattraper sa proie et à la tuer rapidement grâce aux énormes lames de ses pattes en forme de griffes. Bien que ce ne soit pas du tout une proie méprisable, à cette occasion, l'aigle ne la dévorera pas, mais ce sera la nourriture parfaite pour son petit poussin. Fruit d'une saison de reproduction où il a rencontré son partenaire de vie, le poussin attend d'être nourri. Une tâche dont ses parents se chargeront pendant les 10 premiers mois de sa vie. Bien que la femelle ponde 2 œufs à la suite de la copulation, dans la reproduction délicate des aigles harpies, les parents ne prêtent généralement attention qu'au premier œuf à éclore. Si le premier aiglon ne survit pas, les parents tenteront de sauver le deuxième œuf en l'aidant à éclore. Bien que les aigles harpies adultes soient considérés comme des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire tout-puissant, leurs jeunes poussins n'ont pas cette chance, étant la cible d'innombrables carnivores. Pour cette raison, les aiglons sont gardés dans un nid très isolé jusqu'à 40 mètres du sol, hors de portée de la grande majorité des prédateurs. Malgré les capacités physiques étonnantes de ses parents, ce n'est qu'à l'âge d'environ 36 jours que le poussin peut se tenir debout et se dandiner autour du nid. Élever ces tendres aiglons est une tâche plutôt épuisante pour les parents, ce qui justifie qu'un couple entreprenne l'exploit de n'avoir un poussin que tous les 2 ou 3 ans. Bien que l'aiglon doive trouver sa propre nourriture lorsqu'il atteint 6 à 10 mois, on voit parfois des spécimens adultes nourrir leur progéniture adolescente. Ce n'est qu'après une très longue éducation que le jeune aigle de proie est prêt à quitter le nid et à se débrouiller seul. Ici, toutes les espèces sauvages de la jungle guyanaise devront être sur leur garde, car un nouveau tueur vorace rôde dans le ciel à la recherche de proies. L'un de ces habitants sauvages qui devront surveiller leurs arrières est le boa arboricole émeraude, tout aussi redouté. Mesurant jusqu'à 180 cm de long et avec une coloration vert émeraude à rayures blanches qui lui donne son nom, ce reptile rusé est un exemple vivant de l'adaptation des espèces sauvages à leur habitat. Pendant la journée, alors que de redoutables rapaces comme l'aigle harpie rôdent, le boa constrictor reste immobile, enroulé sur une branche, caché grâce à son étonnante capacité d'imitation. Sans même bouger un muscle, et avec sa tête au centre, le serpent devient presque invisible, tant pour ses prédateurs sanguinaires que pour ses proies malchanceuses. Alors que les boas adultes se camouflent parmi la végétation dense, par un caprice de la nature, les jeunes de ces reptiles sont exposés à l'œil nu de leurs prédateurs. Durant leurs premiers mois de vie, leur peau, loin de son camouflage verdâtre efficace, affiche des couleurs vibrantes comme le rouge, l'orange ou le jaune. Pour les descendants qui traversent cette étape délicate du développement, en prenant leur couleur verte brillante caractéristique, la vie est beaucoup moins difficile. En plus de se cacher parmi la végétation, le reptile adopte sa position particulière pour économiser le plus d'énergie possible, pouvant ainsi concentrer toute sa force lors de la chasse. Lorsque le soleil commence à se coucher à l'horizon, il est temps pour ce serpent habile d'arrêter de prétendre être une feuille et de réclamer la vie de sa proie sans méfiance.
Pour ce faire, le redoutable boa utilise ses crocs proéminents, parmi les plus grands de tout le règne animal parmi les serpents non venimeux. Étant donné leur habitat arboricole, leurs dents proéminentes sont une adaptation à leur méthode de chasse, car elles garantissent que leurs proies, à haute altitude, ne peuvent échapper à leur puissante morsure. La stratégie de chasse du boa arboricole émeraude est tout simplement époustouflante. Le reptile planifie souvent une embuscade élaborée dans laquelle il se suspend à une branche, souvent la tête baissée. Lors de ces chasses, en plus de sa morsure mortelle, l'une de ses principales vertus est sa patience, car il peut passer jusqu'à des heures à attendre patiemment qu'une proie tombe dans son piège. Pour mener à bien ses intentions impitoyables dans la nuit profonde de la jungle guyanaise, le boa utilise sa vision thermique enviable. Grâce à cela, le reptile, grâce à ses fosses thermosensibles autour de sa bouche, peut détecter la chaleur émise par sa proie à sang chaud, lui permettant de lancer une attaque précise, même dans l'obscurité la plus profonde. Le régime carnivore du serpent comprend des souris, des chauves-souris, des petits oiseaux, des lézards, des grenouilles et même des insectes. Ayant jeté son dévolu sur une petite souris, le serpent n'y réfléchira pas à deux fois et lancera une attaque éclair en moins d'une seconde, se précipitant avec sa morsure douloureuse vers la proie. La courbure vers l'intérieur de ses crocs proéminents oblige le reptile à se verrouiller sur sa victime, ce qui rend presque impossible toute fuite. Plus il se débat, plus il mord profondément dans ses dents. Aussi douloureux soit-il, le serpent ne porte pas le coup final avec sa morsure, mais, dès qu'il a capturé sa proie, il s'enroule autour d'elle et l'étrangle. Bien qu'il puisse sembler que le tueur vorace tue sa victime en l'étouffant, en fait, le coup mortel est délivré par sa constriction mortelle, empêchant le flux sanguin d'atteindre les organes vitaux de sa proie. Ainsi, après une attaque fugace au milieu d'une obscurité aveuglante, le boa se réveille avec un délicieux repas. Après une chasse réussie, le serpent avale immédiatement sa proie entière. Ce processus peut prendre du temps en fonction de la taille de la victime. Ce glouton commence souvent par la tête pour faciliter la déglutition de sa nourriture. Bien que la présence d'un boa émeraude féroce à proximité de son habitat ne soit jamais bien accueillie par les rongeurs, les oiseaux et les amphibiens, la bonne nouvelle est qu'après avoir dévoré sa proie, le serpent désormais satisfait peut prendre jusqu'à des mois avant de se lancer à nouveau dans une chasse, de sorte que sa proie aura un long répit de son appétit mortel. Bien que généralement sédentaires, certains boas peuvent se déplacer dans la canopée. Dans ces derniers, les reptiles parcourent un chemin accidenté entre les branches, sans presque jamais toucher le sol. Au cours de ces voyages, ils s'appuient sur leur puissante queue préhensile pour s'accrocher fermement et se déplacer entre les branches. Ces déplacements sont essentiels pour trouver de nouveaux terrains de chasse, des endroits avec de meilleures conditions environnementales et, lorsque la saison de reproduction arrive, pour copuler avec une femelle fertile. Bien que ces courtes migrations puissent être impressionnantes, elles comportent néanmoins un risque très élevé, car un faux pas pourrait laisser le serpent exposé aux éléments, ou sa peau brillante, loin de le cacher, constituerait une cible pour les prédateurs. L'une des plus grandes craintes de ce reptile est probablement celle de rencontrer le maître de toute la chaîne alimentaire de l'écosystème sauvage de la Guyane. Face à un ennemi aussi redoutable qu'un imposant jaguar pesant jusqu'à 150 kg, le reptile ne peut tout simplement rien faire pour éviter d'être dévoré. Le boa est une proie plus qu'abordable pour ce félin colossal, et s'il en rencontre un sur son chemin, il n'hésitera pas une seconde à lui ôter la vie. Mais les talents de chasseur du vorace jaguar ne se limitent pas à tuer des serpents aussi petits que le boa émeraude. Même l'anaconda vert colossal n'est pas à la hauteur de ce félin costaud. Alors que pour d'autres espèces sauvages, rencontrer un anaconda est synonyme de mort, pour le prédateur suprême de cet écosystème, il s'agit simplement d'une proie parmi d'autres. Bien sûr, même face à un félin indomptable comme celui-ci,
le reptile ne se rendra pas à la mort sans se battre. Souvent, ces rencontres se produisent par accident, le félin musclé traversant les zones humides du serpent. Ici, l'anaconda féroce, dans ce qui pourrait être plus une erreur qu'une embuscade, lance son attaque contre le jaguar, s'enroulant autour de son corps robuste. Ce que le reptile n'avait pas prévu, c'est que ce prédateur était bien plus fort que lui et que sa morsure mortelle pouvait facilement lui briser les vertèbres. À chaque tentative du serpent d'étrangler le félin, il blesse à plusieurs reprises le reptile, lui infligeant de graves blessures qui affaiblissent son corps et, s'il a de la chance, il peut rapidement s'enfuir dans les zones humides. Lorsque le félin n'est pas aussi clément, il se charge de mettre fin à sa vie, voire de l'intégrer à son alimentation. En plus d'écraser facilement le corps du robuste anaconda vert, la morsure mortelle du jaguar en fait l'une des espèces sauvages les plus dangereuses de tout le règne animal. Capable de percer le crâne d'un alligator blindé ou de briser la carapace d'une tortue, la morsure de ce félin est l'une des plus puissantes de la nature. Comme si cela ne suffisait pas, en plus de ses crocs redoutables, le prédateur possède également un ensemble de griffes rétractables acérées qui lui permettent de retenir sa proie, l'empêchant de s'échapper. Grâce à ses prouesses physiques exceptionnelles, ce carnivore vorace est capable de chasser dans toute la jungle dense guyanaise. Il n'y a pratiquement aucun endroit où sa proie sans fin peut se cacher et échapper à ce qui sera une mort douloureuse aux mains de ce chasseur sanguinaire. En tant que grimpeur habile, ce chat sauvage aux proportions imposantes peut traquer sa proie d'en haut, sautant entre les branches pour bondir sur ses victimes et même traquer des singes ou des paresseux abrités dans les arbres. Même les zones humides agitées ne sont pas à l'abri d'être tachées de sang lorsqu'un jaguar affamé est en chasse. Étant un nageur prodigieux, le félin n'a aucun problème à sauter directement sur ses proies dans l'eau, à les tuer dans les affluents, puis à les traîner jusqu'au rivage et à les dévorer. Avec un appétit qui peut consommer jusqu'à 25 kg de viande juteuse par jour, le prédateur préférera toujours les grosses proies telles que les capybaras, les pécaris, les tapirs et les cerfs, car ils fournissent suffisamment de nourriture pour plusieurs jours. Compte tenu de sa taille imposante, ainsi que de sa réputation bien connue de tueur mortel, peu d'espèces sauvages oseraient tenter de voler une proie à ce chasseur habile. Cependant, pour éviter d'être victime de vols surprises, l'ingénieux félin choisit de stocker ses restes sur de hautes branches ou dans des endroits à la végétation épaisse, où, après avoir digéré, il reviendra dévorer ses restes. Bien qu'il préfère rester caché lorsqu'il chasse et profiter de sa fourrure camouflée pour surprendre ses proies, il n'est pas toujours aussi silencieux. Doté d'un large répertoire de vocalisation, cette énorme bête brise le silence profond de la jungle avec ses grognements, ses rugissements et ses sons ressemblant à de la toux. Ces derniers peuvent avoir des significations différentes selon le contexte, car ils sont utilisés dans des situations aussi variées que la saison de reproduction, ainsi que pour délimiter des territoires avec leur père. S'il est vrai que le féroce jaguar n'a aucun mal à se débarrasser d'imposants prédateurs comme le mortel anaconda ou le caïman noir, redouté par beaucoup, lorsqu'un autre félin indompté apparaît à l'horizon, un véritable accident de train se produit entre ces deux géants au milieu de l'écosystème sauvage guyanais. Souvent, le point de friction entre les deux félins est la propriété d'une proie, le droit à une femelle en chaleur ou le conflit de territoire. Quelle que soit la cause, généralement aucun des prédateurs ne recule sans se battre. Avant que les coups vicieux et les morsures mortelles ne commencent, les prédateurs, dans une démonstration de leur force, apparaissent imposants, émettant de forts rugissements et adoptant des postures menaçantes. Le marquage du terrain est également une pratique courante utilisée par les félins pour tenter d'éviter les combats physiques. Cependant, lorsque la diplomatie échoue, un duel pour voir qui émergera comme le maître de cette jungle riche en biodiversité est sur le point de commencer. Dans cette confrontation, les deux adversaires, sans la moindre hésitation, attaqueront avec leurs puissantes morsures directement à la tête
et avec leurs griffes acérées à l'abdomen. Ces combats sont généralement brefs mais féroces, l'un des adversaires finissant par se retirer sur son territoire pour éviter de graves blessures. Avec la victoire, le félin victorieux réaffirme son pouvoir sur son domaine, libre de continuer à instiller la terreur dans toutes les espèces sauvages qui peuplent son coin hostile de la jungle tropicale. Bien que le jaguar soit sans aucun doute le prédateur le plus majestueux et le plus redouté parmi les créatures sauvages de cette vaste jungle, il est loin d'être celui qui fait le plus de victimes. Pour le fourmilier géant, une chasse n'est pas complète sans avoir dévoré environ 30 000 insectes. Compte tenu de son régime alimentaire, et avec un poids pouvant atteindre 50 kg et une longueur de plus de 2 mètres, il n'est pas difficile de deviner d'où vient son nom. Ce mammifère colossal est le fléau des innombrables colonies de fourmis qui ont envahi la forêt tropicale. Et quand il faut traquer des milliers de minuscules insectes, rien n'est plus utile qu'un long museau. Cet amoureux invétéré des insectes est l'exemple parfait d'adaptation parmi les espèces sauvages, car son corps entier est essentiellement façonné par ses habitudes alimentaires. Grâce à ses griffes avant proéminentes, le mammifère peut découvrir les nids de fourmis et, une fois les nids exposés, il utilise sa langue collante, mesurant jusqu'à 60 cm de long, pour les récupérer. Même si à première vue cela semble être une tâche simple, elle comporte plusieurs défis. La première chose à faire, et peut-être la plus importante, est de trouver les colonies. Pour ce faire, l'insectivore astucieux utilise son odorat entraîné, qui lui permet de percevoir même les odeurs les plus subtiles. Souvent, les sites de chasse privilégiés sont les zones humides laissées par les inondations, un sol plus que fertile pour la croissance des colonies. Bien qu'il soit impossible pour les insectes d'échapper indemnes à une attaque de fourmiliers, ils ne resteront pas inertes en présence du prédateur. Et lorsque le mammifère insère sa langue polyvalente, les fourmis lancent généralement des attaques chimiques et des morsures puissantes pour limiter l'intrusion de l'ours. Une autre mesure d'urgence utilisée par les fourmis est d'utiliser leurs vastes tunnels souterrains pour s'échapper. Cependant, il est presque inévitable qu'elles subissent de lourdes pertes. Lors de ces incursions dans les nids, l'ingénieux insectivore ne fait aucune distinction entre ses proies, dévorant œufs, larves et adultes. Aussi productive que puisse être une de ces attaques, compte tenu de sa taille gigantesque, elle ne peut se contenter de quelques fourmis. Ses besoins nutritionnels l'obligent à répéter ce processus épuisant au moins 200 fois par jour. C'est donc une tâche qui occupe une grande partie de sa routine. Malgré son nom, le fourmilier ne se nourrit pas exclusivement de fourmis, mais, en tant qu'adaptation, a élargi son régime alimentaire pour inclure d'autres insectes tels que les termites, les larves de coléoptères et les abeilles. Pour trouver de nouveaux lieux d'alimentation, ce mammifère parcourt généralement de longues distances. Bien qu'il ne soit pas un coureur très habile, en marchant à un rythme lent, il parvient à couvrir de grandes surfaces. Bien que leurs griffes proéminentes soient très utiles pour piller les fourmilières, elles peuvent être quelque peu maladroites lorsqu'elles marchent. Elles doivent donc s'appuyer sur les bords extérieurs de leurs mains. Lorsqu'il ne dévore pas des colonies d'insectes avec sa langue astucieuse, il se repose probablement, car ce mammifère endormi peut passer jusqu'à 15 heures par jour à la tâche épuisante de se reposer. Pour cela, ses endroits préférés sont les terriers abandonnés par d'autres créatures sauvages, ainsi que certains coins où la végétation lui permet de s'abriter. Grâce à sa fourrure luxuriante aux tons de brun grisâtre, de blanc et de noir, ce survivant habile peut se cacher parmi les buissons sans aucun problème, se reposant paisiblement pendant que le reste de la faune continue. En plus de le cacher, sa fourrure distinctive contribue à le protéger des températures extérieures, l'aidant à mieux s'acclimater aux journées de fortes pluies ou lorsque le soleil tropical impitoyable bat sans pitié. De plus, le fourmilier géant préfère toujours éviter les heures les plus froides ou les plus chaudes de la journée, restant à l'abri lorsque les températures atteignent leurs extrêmes. Compte tenu de sa taille imposante, ainsi que de son mode de vie calme,
Cette créature à fourrure peut vivre jusqu'à 15 ans, grâce au fait que peu de prédateurs osent s'immiscer sur son chemin. Bien sûr, pour le tout-puissant jaguar, un mammifère pesant jusqu'à 50 kg ne peut signifier que de la nourriture. Bien sûr, le fourmilier géant n'est pas prêt à devenir une simple victime de l'appétit du prédateur suprême de l'écosystème guyanais. Alors, faisant preuve d'ingéniosité et de courage, il se battra pour sa vie. Grâce à ses sens très sensibles de l'ouïe et de l'odorat, si le mammifère sent un jaguar s'approcher, il ne s'attardera pas pour enquêter, mais s'enfuira rapidement. En restant toujours attentif à son environnement, il est capable de détecter un prédateur à très longue distance, lui permettant de s'échapper sans trop de précipitation. Lorsque la retraite n'est pas une option, l'ours choisit de se cacher, espérant passer inaperçu aux yeux remplis de mort du félin. Souvent, tout terrier abandonné ou espace envahi par la végétation est plus que parfait pour disparaître à la vue de tous. Si l'embuscade du jaguar sanguinaire ne laisse aucune chance de s'échapper, le fourmilier moins agressif, sans autre alternative, rassemble son courage et affronte un prédateur qui le dépasse largement en taille et en agressivité. Ici, prenant une position imposante sur ses deux pattes arrière, le mammifère envoie un message clair à son agresseur. En étendant ses pattes avant, ce survivant habile révèle ses griffes acérées de 15 cm, des armes blanches avec lesquelles il peut lancer des coups rapides sur le carnivore, lui infligeant des blessures qui, dans certains cas, sont mortelles. Face à de telles menaces, le jaguar, conscient du danger auquel il peut être confronté, préfère souvent éviter une confrontation inutile dans laquelle sa domination pourrait être compromise. Alors que le jaguar quitte son territoire, le fourmilier géant retrouve sa routine calme, dévorant des milliers d'insectes et se reposant dans ses lieux de repos douillets. Alors que l'ours préfère disparaître avec sa fourrure camouflée aux couleurs timides, l'ara rouge et vert n'a aucun problème à voler la vedette avec son plumage vif. Couvert de plumes colorées dans des tons de rouge, de vert et avec quelques reflets bleus, cet oiseau fait partie de ces espèces qui reflètent parfaitement la biodiversité majestueuse de l'écosystème guyanais. Avec une longueur de corps pouvant atteindre 90 cm et un poids d'environ 1,5 kg, l'ara à ailes vertes est la deuxième plus grande de ces espèces colorées au monde, juste derrière l'ara hyacinthe. Vivant en couple, en petits groupes familiaux ou même en grandes volées de dizaines d'individus, il est presque impossible pour ces oiseaux captivants de passer inaperçus. Outre leur grande taille et leur apparence colorée, contrairement aux redoutables aigles harpies, les aras rouges et verts ne sont pas particulièrement connus pour leur furtivité et sont particulièrement bruyants. Dotés d'une large gamme de vocalisation, ces charançons sont responsables de briser le silence oppressant de la forêt tropicale avec des cris stridents qui peuvent être entendus à des kilomètres de distance. Souvent, lorsqu'ils sont en vol, ces oiseaux émettent des cris et des hurlements afin de maintenir une communication constante avec leurs compagnons de volée. Ces appels servent à annoncer leur présence, ainsi qu'à avertir d'une éventuelle menace. Les cris et les sifflements constituent également une part importante de leur vocabulaire très varié, ce qui leur permet d'interagir avec leurs pairs en tant qu'espèces très sociales qu'ils sont. Ces prodigieuses capacités de communication leur permettent d'avoir une coordination enviable lors de la recherche de nourriture, du retour à leur perchoir et même, bien sûr, de la recherche d'un partenaire. La parade nuptiale des aras à ailes vertes est un véritable spectacle de la nature qui ne présente qu'un échantillon de l'imagination du créateur. Lorsqu'on forme des partenariats à vie, le processus de recherche de l'âme sœur n'est pas du tout simple et nécessite un effort important de la part de l'homme. Avant même d'atteindre la maturité sexuelle, l'oiseau cherchera une femelle avec laquelle former un lien fort, allant au-delà des intérêts purement reproductifs. Généralement, lors de leur première rencontre, le mâle s'approche timidement de la femelle, émettant de douces vocalisations et des roucoulements, cherchant à attirer l'attention de sa future compagne potentielle. Petit à petit, le mâle s'approche de la femelle, et si elle est réceptive,
le prétendant peut régurgiter de la nourriture partiellement digérée pour l'offrir en cadeau à celle qu'il espère être sa conquête. Cet acte, plus que la valeur matérielle de la nourriture, représente la capacité du mâle à subvenir à ses besoins et son aptitude à engendrer ses petits. Au fil des jours, le couple se rapproche, passant du temps ensemble à se toiletter, à nettoyer leur corps et à lisser leurs plumes. Un acte qui démontre la confiance et l'intimité. Des démonstrations visuelles telles que des mouvements de tête et des battements d'ailes font également partie de ce rituel élaboré qui formera un couple pour la vie. Pour consommer leur union, après plusieurs jours de parade nuptiale, les oiseaux se lancent souvent dans de longs vols synchronisés à travers la jungle, où chaque ara reste à quelques mètres de son partenaire de vie, démonstration de leur lien étroit. Après une longue période ensemble, lorsque les deux ont atteint la maturité sexuelle, environ entre 3 et 4 ans, le couple se prépare enfin à s'accoupler, avec l'intention de former sa propre famille. Après un accouplement assez bref et une ovulation ultérieure, la femelle pondra entre 1 et 3 œufs. Contrairement à d'autres oiseaux qui construisent un nid à partir de 0, les aras rouges préfèrent loger leur famille dans une cavité spacieuse dans un arbre, où la future mère les incubera pendant que le fier père partira à la recherche de nourriture. Avec une famille grandissante, le mâle doit être précis dans ses déplacements à la recherche de nourriture, car il ne peut pas se permettre de revenir les mains vides. Heureusement, vivant dans l'un des écosystèmes les plus fertiles du monde, la nourriture n'est généralement pas un problème pour ces herbivores. En se nourrissant de graines, de noix, de baies et de fruits, ces oiseaux parviennent à satisfaire tous leurs besoins nutritionnels. Lorsque, de manière surprenante, son habitat s'avère moins généreux en termes de nourriture, l'ara à ailes vertes élargit son régime alimentaire pour inclure des fleurs, du nectar, des feuilles, des pousses et même, dans un comportement plutôt inhabituel, de l'argile. En général, le mâle apporte à la mère surprotectrice des fruits frais ou une petite graine qu'elle peut utiliser pour satisfaire son appétit. Grâce à leur bec robuste, les aras sont capables de dévorer des aliments aussi solides que des noix ou des graines, des sources de subsistance que d'autres oiseaux n'oseraient même pas tenter. Jour après jour, le mâle part à la recherche de nourriture, tandis que la femelle prend soin et garde au chaud les jeunes poussins qui, en quelques jours seulement, deviendront de tendres poussins. Bien que très heureux d'être proche de rencontrer ces poussins, dans la vie sauvage trépidante, rien n'est gravé dans le marbre, car on ne sait jamais quand un prédateur vorace ciblera le parent travailleur lors d'un de ses voyages pour essayer de trouver de la nourriture. Cette fois, un aigle harpie affamé a repéré ce qui deviendra inévitablement son dîner. Le poursuivant à toute vitesse, sans lui laisser la moindre chance de s'échapper, l'oiseau de proie tue d'un seul coup de ses serres acérées celui qui dans quelques jours serait un fier père, laissant les poussins orphelins et la femelle inquiète attendre le retour de son compagnon, chose qui n'arrivera jamais. Même si c'est brut, c'est de la vie sauvage à l'état pur. Pendant que la famille des aras attend le retour du mâle mourant, l'aigle harpie se livre à ce qu'elle considère comme un festin. De l'autre côté de la canopée, là où les affluents du fleuve Essequibo s'élèvent comme une frontière naturelle imprenable, une autre espèce sauvage, comme les aras à ailes vertes, obscurcit le silence de la forêt tropicale avec ses vocalisations bruyantes. Avec leurs aboiements, leurs reniflements, leurs cris et leurs grognements, les loutres géantes sont peut-être l'une des espèces les moins secrètes de tout l'écosystème de la Guyane sauvage. Avec un répertoire de sons aussi vaste, il est facile de deviner les prodigieuses compétences sociales que possèdent ces mustélidés. Vivant en groupes familiaux pouvant compter jusqu'à 20 individus, ces mammifères vivent en harmonie extrême les uns avec les autres, régis par une hiérarchie sociale dans laquelle un couple reproducteur guide l'avenir de la famille. Dans ces groupes de loutres, chaque membre remplit des fonctions spécifiques, assurant la survie de l'espèce dans un habitat où les prédateurs rôdent et où la météo, à tout moment, peut cesser d'être un allié. Avec leur corps robuste et allongé adapté à un mode de vie amphibie,
Il n'est pas difficile d'imaginer les capacités de nage enviables de ces mammifères. Ses pattes palmées avec des plis interdigitaux, ainsi qu'une queue forte et aplatie, lui confèrent la propulsion dont il a besoin pour naviguer dans les eaux avec beaucoup d'agilité et de vitesse. Comme leurs narines et leurs oreilles peuvent être obturées, ces mustélidés sont capables de plonger sans problème et de survivre plusieurs minutes sous l'eau. Leur grande taille, jusqu'à 2 mètres, combinée à leur forte constitution, fait des loutres géantes des prédateurs de premier plan dans les rivières et autres plans d'eau de la Guyane sauvage. Avec de telles prouesses de chasse sous-marine et une abondance sans précédent de poissons remplissant les eaux, lorsque leur estomac commence à gronder, les loutres sont promptes à plonger dans les affluents déchaînés. Ici, piranhas, pacus, poissons-chats et poissons-chats sont dans le viseur de ces dévoreurs d'eau. Malgré leurs étonnantes capacités individuelles de nage et de plongée, loin de s'aventurer dans la pêche solitaire, les loutres plongent en meute pour faciliter leur chasse. Bien qu'ils soient largement supérieurs à leur proie, ces mustélidés préfèrent planifier une stratégie de pêche prudente plutôt que de poursuivre leurs proies en vain. Coordonnant leur embuscade par des cris et des grognements, chaque individu sait quelle est sa tâche, et avec un plan méticuleux en tête, les nageurs se séparent. Parmi les stratégies de pêche très élaborées des loutres, le rassemblement est l'une de leurs préférées. Dans ce cas, les mammifères rassemblent de nombreux bancs de poissons, les rassemblant dans une zone de pêche. Avec leurs innombrables victimes désormais concentrées en un seul endroit, chaque chasseur se lance directement sur la berge volumineuse et, grâce à sa puissante morsure, capture une proie juteuse. Puisqu'une seule loutre peut dévorer jusqu'à 11 kilos de poissons en une seule journée, chacune d'elles répétera son attaque plusieurs fois, jusqu'à être rassasiée et avoir presque exterminé ce qui était il y a quelques minutes encore un banc gigantesque. Le ventre plein, les loutres remontent à la surface où, après une pêche plus que réussie, elles vont s'allonger sur les berges pour se reposer pendant plusieurs heures. Malgré une fourrure très dense, ces mammifères, après avoir passé de longues périodes immergés, doivent réguler leur température, pour laquelle un bain de soleil prolongé sera largement suffisant. Bien qu'ils soient des prédateurs redoutés dans l'eau, rien ne les empêche de profiter d'un moment de détente divertissant pendant leur temps libre. Pour renforcer leurs liens sociaux, ces mustélidés adoptent des comportements ludiques tels que glisser sur les berges boueuses des rivières, se poursuivre dans et hors de l'eau, et même se livrer à des luttes ludiques où mordre et lutter sont une forme de plaisir. Parfois, ils interagissent même avec des objets tels que des pierres, des bâtons, des feuilles ou même des restes de proie, les jetant dans les airs ou dans l'eau, puis les récupérant. Bien que ces moments de loisirs puissent aider les jeunes loutres à apprendre, à renforcer les liens sociaux et à réduire le stress au sein du groupe, tout ne peut pas être une question de jeu. Bien qu'ils soient extrêmement sociables avec leurs compagnons de troupeau, lorsque des individus solitaires ou d'autres groupes osent envahir le territoire de la famille, toute cette camaraderie est oubliée et une confrontation sanglante est inévitable. Ignorant les latrines communes, qui sont des marques olfactives faites par la famille, où ils urinent et défèquent pour laisser une sorte d'avertissement aux intrus, le groupe envahisseur est déterminé à prendre possession de cet espace au bord de la rivière. Après avoir rapidement détecté les étrangers, tout le groupe se rassemble pour faire face à l'invasion. Avant de s'engager dans un combat physique, les loutres émettent de fortes vocalisations d'avertissement, sous forme de cris, de hurlements et de chœurs de groupe. Tous ces appels visent à persuader les intrus de quitter le territoire du groupe résident, sous peine d'en subir les conséquences. Lorsque les vocalisations n'ont aucun effet sur les envahisseurs, les loutres en défense adopteront des postures menaçantes en se tenant debout pour paraître plus grandes, tentant d'intimider leurs adversaires. Dans certains cas,
Même ces signaux dissuasifs ne parviennent pas à convaincre les intrus et des combats violents s'ensuivent. Dans ces derniers, les deux groupes montrent toute leur férocité. Chaque spécimen utilisant ses crocs acérés pour infliger un maximum de dégâts à ses adversaires. Au cours de ces combats au corps à corps, les loutres se poussent les unes les autres avec une grande force, essayant de maîtriser leur rival. Après plusieurs minutes de combat, le groupe le plus blessé choisit souvent de battre en retraite, cédant la propriété du territoire à ses rivaux presque indemnes. Alors que ces mammifères luttent pour garder le contrôle de cet habitat privilégié, avec accès direct à l'eau, déployant toute la férocité de leurs morsures, le maquis dense guyanais cache un véritable colosse pouvant atteindre la taille de 8 loutres. Avec un poids de 300 kg, le tapir d'Amérique du Sud se distingue de la jungle comme le plus grand mammifère de tout le sous-continent. Son corps robuste, décliné dans des tons allant du grisâtre au brun foncé, avec un museau frappant sur sa lèvre supérieure, fait que ce géant se démarque, même parmi la biodiversité guyanaise. Aussi connu sous le nom de tapir, il préfère généralement mener une vie tranquille, vivant seul. Passant la majeure partie de son temps à se reposer caché parmi la végétation dense, les principales heures d'activité du tapir se situent lorsque le crépuscule envahit le ciel, lorsqu'il part généralement à la recherche de nourriture. En tant qu'herbivore exemplaire, ce mammifère géant se nourrit de feuilles, de pousses, de bourgeons, de branches, d'écorces, de fleurs, de graines et bien sûr, de la grande variété de fruits qu'offre cet écosystème fertile. Lorsqu'il se nourrit, le tapir utilise sa trompe proéminente pour brouter le feuillage ainsi que pour ramasser les fruits au sol, ce qui en fait un outil très polyvalent. Étant donné sa taille imposante, il est facile de deviner que ce colosse ne se contentera pas de quelques feuilles, dévorant jusqu'à 30 kg de nourriture. Malgré le fardeau que représente pour la forêt tropicale la satisfaction des besoins nutritionnels exigeants du tapir, ce mammifère habile contribue également à la conservation de son écosystème, car le soi-disant architecte de la forêt tropicale est un prodigieux disperseur de graines. Après avoir dévoré des fruits entiers, le mammifère parcourt généralement plusieurs kilomètres à la recherche de plus de nourriture, et lorsqu'il défèque enfin, il sème, sans même s'en rendre compte, le fruit qu'il vient de consommer avec un engrais pratique. Le temps fera le reste, et dans quelques mois seulement, le même herbivore pourra se nourrir de l'arbre qu'il a planté. Si leur taille imposante les maintient hors de vue d'une longue liste de prédateurs, les tueurs au sommet de cette chaîne alimentaire seront impitoyables s'ils rencontrent des proies aussi voluptueuses, capables de leur fournir de la nourriture pendant plusieurs jours. Conscient de cela, le tapir choisit de toujours vivre dans l'ombre, sans aucun intérêt à attirer l'attention. Sa démarche furtive et son attitude insaisissable sont précisément l'une de ses plus grandes vertus pour avoir une longue vie, qui peut atteindre près de 25 ans. En plus de son tempérament passif, le tapir rusé a bien d'autres tours dans son sac pour éviter d'être mangé par les innombrables carnivores qui dominent son habitat. Sa coloration dans les tons de gris et de brun le fait presque disparaître au milieu de la végétation pendant les heures où il se déplace habituellement. De même, malgré un sens de la vue plutôt discutable, son odorat aiguisé et son ouïe fine lui permettent de détecter tout prédateur au loin, lui permettant ainsi de se retirer rapidement. Bien que son corps robuste ne lui permette de courir qu'à une quarantaine de kilomètres par heure, sa connaissance avancée du terrain est une autre compétence cruciale pour sa survie, profitant des obstacles naturels pour éviter les rencontres avec les prédateurs. Malgré ses capacités avancées à éviter ces rencontres malheureuses, le jaguar rusé n'a parfois rien laissé au hasard et a réussi à coincer ce qu'il considère comme une proie colossale. Cependant, tout n'est pas perdu pour l'herbivore, car s'il y a un affluent à proximité étant un nageur naturel, il peut plonger dans l'eau, laissant le félin derrière lui.
Lorsque même cette voie de fuite n'est pas disponible et que le tapir n'a d'autre choix que de se rendre à une mort douloureuse, il peut devenir agressif, chargeant ses agresseurs avec sa masse imposante. Outre le féroce jaguar, les anacondas et les caïmans noirs sont les autres prédateurs capables de chasser ce gigantesque mammifère. Pour échapper à ces reptiles assoiffés de sang, votre meilleure défense est de toujours rester attentif à votre environnement, en initiant des évasions rapides dès que vous soupçonnez que quelque chose ne va pas. Alors qu'une charge puissante contre un jaguar peut le sauver de la mort, s'il tombe dans l'embuscade d'un anaconda, son sort est scellé. Alors que les tapirs mâles n'ont qu'à se soucier de prendre soin d'eux-mêmes, les femelles ont la tâche difficile de garder en vie leurs bébés sans défense, pesant chacun environ 8 kilos. Comme la femelle a porté son petit pendant 13 mois, elle ne peut pas permettre à un prédateur sauvage de considérer son petit comme une proie après tant d'efforts. Pour cette raison, la mère restera toujours vigilante face à toute menace éventuelle et cachera son petit dans les buissons. Tout au long de la première année de vie, la femelle sera chargée de soigner le petit et de lui apprendre tout ce dont il a besoin pour survivre dans cet écosystème dangereux, comme où trouver de la nourriture et comment échapper aux menaces potentielles. Ce n'est que lorsque le jeune tapir atteint l'âge d'1 an et demi qu'il parvient enfin à se débrouiller seul, et la mère voit comment celui qui jusqu'à récemment n'était pas son petit bébé est prêt à partir seul. Contrairement à la taille colossale et à l'apparence discrète du tapir, non loin du territoire de ce mammifère, le petit mais captivant hoatzin observe l'horizon depuis un perchoir. D'apparence plutôt particulière, cet oiseau au plumage principalement brun et à la crête frappante sur la tête est l'une des nombreuses formes de vie de la Guyane sauvage et indomptée. Vivant dans les zones marécageuses, généralement très près de l'eau, en groupe de plusieurs individus, les hoatzins sont des oiseaux très grégaires, habitué à la vie en groupe. Malgré sa taille, environ 300 fois plus petite que l'imposant tapir, pesant seulement environ 800 grammes, cet oiseau ingénieux n'est pas en reste lorsque ses capacités de survie sont mises à l'épreuve. Étant un folivore par excellence, cet oiseau se nourrit d'innombrables feuilles et fleurs qui abondent sur la berge où il vit, ainsi que de quelques fruits. Bien que le régime alimentaire de cet oiseau majestueux ne soit pas du tout inhabituel, sa digestion de ces aliments est extraordinaire. Les hoatzins utilisent la fermentation bactérienne pour décomposer leur nourriture, comme les autres espèces de ruminants. Cependant, cet herbivore ingénieux possède un jabot disproportionné, qui déplace même certains muscles cruciaux lors du vol, ce qui explique ses capacités de vol plané tant remises en question. En raison de son régime alimentaire à base de feuilles et de son mécanisme digestif particulier, l'hoatzin dégage généralement une odeur désagréable semblable à celle du fumier, qui peut même effrayer certains prédateurs. Cependant, certains carnivores voraces ignoreront l'odeur nauséabonde de cet oiseau et n'hésiteront pas à le chasser. Parmi ceux-ci, les faucons, les aigles et les serpents arboricoles constituent les principales menaces auxquelles sont confrontées ces créatures résilientes. Les principales contre-mesures pour éviter de faire partie du régime alimentaire des chasseurs consistent à profiter de leur camouflage très efficace pour se cacher à la vue de tous. Dès qu'ils repèrent un danger potentiel à proximité de leur habitat, les oiseaux restent immobiles, essayant de disparaître dans l'environnement. Bien que cette stratégie puisse paraître peu ingénieuse, il arrive plus d'une fois qu'un prédateur habile se retrouve avec l'estomac vide après avoir échoué à trouver sa proie, tandis que les hoatzins sont sauvés d'une mort certaine. Bien que les oiseaux adultes n'aient pas beaucoup d'astuces dans leur manche lorsqu'il s'agit d'échapper aux intentions cruelles des prédateurs, les minuscules poussins sont un véritable exemple de survie. Comme ils construisent généralement leur nid sur des perchoirs au-dessus des plans d'eau, lorsqu'ils se retrouvent assiégés par un prédateur, les petits poussins, sans hésiter, sautent directement dans l'eau, échappant instantanément à leurs chasseurs. Bien qu'ils ne puissent pas voler, les hoatzins précoces ont des capacités de nage enviables, de sorte qu'ils n'ont généralement aucun problème à naviguer dans les eaux et même à rester immergés pendant un certain temps, jusqu'à ce que le danger soit passé.
pour retourner. Où, espère-t-il, il n'y a aucun signe de danger. Bien que cette stratégie de fuite dans l'eau puisse comporter des risques, étant donné leur manque de valeur au combat, c'est une mesure de survie intelligente qui les sauve d'une mort certaine. Dans ce même affluent où les petits poussins sautent pour tenter d'échapper à leurs prédateurs, mais à quelques kilomètres en amont, un chasseur vorace se cache sans révéler le moindre signe de sa redoutable présence. Pesant jusqu'à 200 kg et atteignant une longueur de 10 mètres, l'anaconda vert représente la personnification de la mort elle-même aux mains d'un reptile féroce. Malgré une morsure puissante capable d'infliger de graves blessures, ce prédateur imposant insuffle toute sa terreur à travers son corps robuste et très musclé. Leur coloration vert foncé avec des marques ovales noires et ocres sur leurs flancs les fait presque disparaître parmi les ruisseaux turbulents, créant ainsi une embuscade parfaite pour toute proie potentielle qui ose envahir leur terrain de chasse. Les proies les plus courantes de ce prédateur rusé sont les capybaras, les pacas, les opossums, les pécaris, les cerfs, les tapirs et même les alligators. Grâce à sa musculature, il est capable de chasser des proies beaucoup plus grosses que lui, sans que celles-ci puissent opposer la moindre résistance. Cachant tout son corps sous l'eau, ne révélant que ses narines et ses yeux remplis de mort, le reptile sanguinaire, dès qu'une proie tombe dans son piège, la verrouille avec sa morsure mortelle et en moins de 3 secondes, enroule son énorme corps autour de ses victimes, les étouffant presque immédiatement. Le résultat de ces attaques surprises est généralement une proie abondante, accompagnée d'un reptile affamé prêt à la dévorer complètement. Comme le serpent n'a pas la capacité d'écraser ses victimes, il doit avaler sa proie entière, quelle que soit sa taille. Pour ce faire, le reptile déboîte sa mâchoire, ce qui lui permet d'augmenter considérablement la taille de sa gorge et ainsi d'avaler des cadavres massifs. Bien que ce chasseur rusé soit habitué à arracher d'innombrables proies dans les eaux sombres, il préfère parfois attaquer d'en haut. De nombreux anacondas verts préfèrent se tenir en embuscade, suspendus à une branche, attendant avec impatience que leur proie tombe dans le piège. Dès qu'une victime potentielle s'approche dangereusement, le reptile se jette sur elle et, dans une attaque éclair, la soumet en quelques fractions de secondes, réclamant une autre vie et avalant sa proie. Bien que ce prédateur puisse sembler avoir un appétit sans fin lorsqu'il dévore des capybaras, des tapirs ou des cerfs colossaux, la vérité est qu'après ces repas copieux, le serpent peut passer des mois sans attaquer une autre chasse. En raison de son métabolisme très lent, il lui faut de très longues périodes de temps pour digérer ces repas voluptueux. Bien que capable de semer la terreur chez des milliers d'espèces animales, même le féroce anaconda n'est pas exempté d'être parmi les victimes d'un autre prédateur vorace. Le caïman noir capricieux ne tolère pas la concurrence pour la domination des eaux et, voyant un anaconda dévorer ce qui devrait être sa proie, il décide de transformer le prédateur en proie. Dans ce duel de géants, aucun des chasseurs expérimentés ne peut se déclarer vainqueur avant la fin de la bataille. Chaque assassin a ses armes mortelles. L'anaconda avec sa capacité de constriction inégalée et l'alligator avec une morsure qui peut facilement couper le serpent en deux. Dans cette lutte pour l'hégémonie des eaux, chaque bête attaque sans la moindre trace de pitié. L'anaconda vert tente de s'enrouler autour du corps blindé de l'alligator et le carnivore féroce a l'intention de mordre le boa, puis de déchirer son corps avec sa torsion mortelle. Bien que ces rencontres puissent se solder par des pertes mortelles pour les deux prédateurs, la prudence prévaut souvent. Et après s'être mesuré dans un combat rapide, chaque reptile préfère éviter un duel qui assure l'anéantissement mutuel.
Sorti indemne de sa rencontre avec le caïman noir tout aussi sanguinaire, avec l'arrivée de la saison de reproduction, le reptile s'efforce de favoriser la croissance de l'espèce. Ainsi, grâce à des phéromones, elle envoie un signal olfactif au mâle situé à plusieurs kilomètres de distance. Dès qu'ils perçoivent l'élixir émis par une couleuvre en chaleur, les mâles arrivent bientôt sur la zone de reproduction. À la surprise des serpents mâles, à leur arrivée, ils découvrent que d'autres reptiles désireux de procréer sont déjà arrivés. Ils doivent donc rejoindre le groupe reproducteur le plus tôt possible s'ils veulent concourir pour le désir tant convoité de s'accoupler. Pendant la saison des amours, la femelle peut passer jusqu'à 2 semaines entourée de mâles pleins de testostérone, désireux de copuler. Mais pour assouvir ce désir désespéré, chaque prétendant doit se battre pour atteindre l'organe reproducteur de la femelle, en espérant qu'elle sera réceptive. Jusqu'à des dizaines de mâles désireux de monter la femelle peuvent participer à ces combats pour avoir des rapports sexuels. Après plusieurs jours de lutte, la femelle permettra à quelques chanceux de consommer leur désir charnel dans une copulation qui peut durer jusqu'à 4 heures. Au fil des jours, la femelle permettra à un autre reptile robuste de s'accoupler avec elle comme stratégie pour assurer le succès de la reproduction. Après avoir passé jusqu'à 2 semaines immergée au centre de la boule d'accouplement, la femelle considère sa période réceptive terminée, moment auquel les mâles, conscients qu'ils se trouvent sur le territoire d'un serpent plus robuste et ayant jeûné pendant au moins 15 jours, entreprennent une fuite rapide pour éviter d'être dévorés par ce qui aurait pu être la mère de leurs petits. Après une longue période de gestation pouvant aller jusqu'à 6 mois, le résultat d'une saison de reproduction réussie sera la naissance d'une quarantaine de petits, chacun mesurant jusqu'à 1 mètre de long. Contrairement aux poussins de l'aigle harpie indomptable et du veau tapir, les minuscules anacondas verts sont complètement indépendants dès la naissance, de sorte que la mère n'a pas à se soucier du tout de l'avenir de sa progéniture, se désengageant d'eux quelques minutes seulement après la naissance. Sans la protection de leur mère, ces minuscules reptiles sont à la merci de la faune impitoyable du Guyana, où les bébés anacondas sont des proies indéniables, ce qui explique le très faible taux de survie des serpents au cours de la première année. Malheureusement, les anacondas verts adultes et jeunes sont confrontés à une menace bien plus inquiétante que leurs prédateurs. Et suite à l'intervention humaine, ce majestueux carnivore a vu son habitat progressivement envahi. Des activités telles que la plantation à grande échelle et la déforestation réduisent de plus en plus les habitats disponibles pour ce serpent, le forçant à rechercher de nouveaux habitats. De plus, en raison de la stigmatisation de l'espèce, les anacondas sont souvent chassés par les humains pour éviter des attaques hautement improbables, tout en ignorant le rôle fondamental que ce chasseur joue dans les écosystèmes en contrôlant la prolifération des parasites. Une autre victime de l'essor des établissements humains dans l'écosystème guyanais est le fascinant haras rouge et vert. Dans le cas de ces oiseaux, en plus d'être affectés par la fragmentation de leur habitat résultant de l'exploitation forestière excessive dans la région, le trafic illégal d'espèces provoque l'extinction de populations entières de ces magnifiques oiseaux. Dans cette pratique cruelle, des individus sans scrupules enlèvent des poussins de leur nid, diminuant ainsi la capacité de reproduction de l'espèce et mettant en péril sa survie à long terme. Même le tout-puissant prédateur au sommet de cet écosystème n'est pas à l'abri des répercussions des activités humaines. Et le féroce jaguar est devenu une victime directe de la cupidité, chassé par des chasseurs illégaux pour vendre ses parties. Sur le marché noir, une croc de ce félin se vend jusqu'à 5 000 $, un chiffre qui ne devrait pas valoir la souffrance à laquelle sont soumises ces imposantes créatures sauvages. Même si la situation n'est pas du tout optimiste, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, malgré les adversités, la Guyane reste un refuge pour la faune sauvage, où d'innombrables espèces peuvent prospérer dans un territoire pratiquement préservé.
Bien que les écosystèmes soient de plus en plus affectés par le développement progressif des établissements humains, nous avons encore le temps d'inverser ces changements et de garantir que cette vaste forêt tropicale humide reste une oasis pour la faune. Avez-vous apprécié les histoires de faune sauvage de la Guyane sauvage? Alors n'oubliez pas de nous laisser un like pour soutenir notre chaîne et de mentionner vos espèces sauvages préférées dans la section commentaires. Si vous souhaitez rester informé de nos prochaines sorties, vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains documentaires. Si vous souhaitez aider davantage de personnes à en apprendre davantage sur les espèces animales de la Guyane sauvage, partagez cette vidéo avec vos amis et connaissances. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de reptiles féroces, de félins sanguinaires et surtout, des histoires de vie sauvage.